Ma femme m'a parlé de sa liaison avec son patron juste après que j'ai remboursé la dette de $190 000 de ses parents. Elle m'a dit qu'elle allait vivre avec l'autre homme et ses parents. J'ai répondu, alors, vous devez tous partir. Ils ont été surpris et ont demandé, quoi? Vous connaissez ce sentiment quand on pense avoir tout compris dans la vie? Ouais, eh bien, c'était moi, Grayson Moore, 34 ans, vivant ce que je croyais être le rêve américain à Seattle. J'avais mes gants en main. Du moins, c'est ce que je me disais chaque matin en sirotant mon café hors de prix et en fixant des lignes de code plus logiques que la plupart des gens que je connaissais. Analyste système le jour, romantique invétéré le jour aussi. Apparemment, ma vie était prévisiblement ennuyeuse, mais de la meilleure façon possible. J'avais gravi les échelons, passant du statut de réparateur d'imprimante à l'université à celui de concepteur de systèmes qui empêchent des entreprises entières de s'effondrer. Pas glamour, mais ça payait les factures, et même plus. Je possédais une modeste petite maison à Ballard. Rien de luxueux, mais elle était à moi. Pas de colocataire, pas de propriétaire à mes trousses. Juste moi et mon rêve de peut-être un jour remplir ces chambres vides avec autre chose que ma collection d'ordinateurs vintage dont tout le monde se fichait, sauf moi. Fonder une famille, ce n'était pas une horloge biologique qui tournait. C'était plutôt ce calme. Une douleur que j'ai développée au fil des ans. Regarder mes potes se marier, voir les photos de leurs enfants envahir mes réseaux sociaux, les entendre se plaindre de leur nuit blanche tout en étant secrètement jalouse. Je voulais ce chaos, ce beau désastre qui accompagne l'amour des gens qui vous rendent complètement fou. Puis est arrivé le dîner d'anniversaire de Reban. Et laissez-moi vous dire que cette nuit a tout changé. Reban, Dieu merci, essayait de me caser depuis des années avec divers désastres qu'il appelait des couples parfaits. Il y avait Jennifer, qui collectionnait les grenouilles en céramique. Sarah, qui ne parlait que par citation de films. Et n'oublions pas Amanda qui a amené son pan de soutien émotionnel à notre premier rendez-vous. Oui, vous avez bien lu. Un pan nommé Gérald. Mais cette fois, il ne m'a pas dit qu'il jouait les entremetteurs. Bien joué, parce que j'aurais trouvé une excuse pour partir plus vite qu'un politicien en plein scandale. Au lieu de ça, je suis entré dans ce restaurant en pensant simplement fêter le voyage autour du soleil de mon pote, et elle était là, Alicia. Bon, je ne suis pas du genre à croire. Coup de foudre. Hollywood, c'est ça, conçu pour vendre des places de cinéma et des forfaits mariage hors de prix. Mais bon sang, si elle n'avait pas quelque chose de magnétique dès qu'elle riait à une des mauvaises blagues de Reban. Elle avait cette façon de rejeter la tête en arrière, complètement insouciante, comme si elle se fichait complètement de qui la regardait. Dans un monde où les gens organisent leur vie pour Instagram, voilà quelqu'un qui semblait d'une authenticité rafraîchissante. C'était une conseillère d'orientation scolaire. Le genre de personne qui se souciait vraiment d'aider les enfants à comprendre leur vie quand le monde semblait déterminé à les écraser. Et elle était intelligente comme un roc, aussi. Pendant que tout le monde à table débattait de la place de l'ananas sur une pizza, comme si c'était une question philosophique bouleversante, elle faisait ces observations terriblement drôles sur le comportement humain qui m'ont fait penser, putain, où était cette femme toute ma vie? On a sympathisé, de cette façon rare qui vous fait oublier que vous êtes sur ce qui est techniquement une première rencontre. Elle m'a taquiné sur mon métier de geek en informatique, mais pas avec le mépris de la plupart des gens. Elle semblait réellement intéressée par ce que je faisais, posant des questions qui montraient qu'elle était attentive. Quand j'ai mentionné que j'avais construit ma propre console de jeu, au lieu de lever les yeux au ciel, elle m'a mis au défi d'expliquer pourquoi quelqu'un voudrait 16 cœurs de puissance de traitement. Je me suis peut-être un peu laissé emporter par le traitement parallèle, mais elle m'a écouté. Vraiment écouté. La conversation s'est déroulée comme si on se connaissait depuis des années. Elle m'a parlé des jeunes avec qui elle travaillait. Sans trahir la confidentialité, bien sûr, mais en partageant les moments drôles, réconfortants et parfois déchirants qu'implique le fait d'aider des adolescents à traverser le désastre de l'adolescence. Je me suis retrouvé suspendu à chaque mot, impressionné par sa compassion et sa capacité à trouver l'humour même dans les situations les plus sombres. À la fin de la soirée, j'avais son numéro et un rendez-vous prévu pour le week-end suivant. Un café d'abord, en toute sécurité, décontracté, sans pression. Mais ça a fini par un dîner, puis une promenade autour de Green Lake. Puis soudain, il était minuit, et nous étions encore en train de discuter dans un parc. On se tenait sur un banc comme un couple d'adolescents qui découvrent le sexe opposé. Les mois suivants ressemblaient à une comédie romantique, sans les malentendus artificiels ni l'inévitable course-poursuite à l'aéroport.
On s'est installé dans ce rythme confortable, on se voyait plusieurs fois par semaine, on s'envoyait des SMS sans arrêt, et on se comportait comme ces couples écœurants que tout le monde déteste secrètement, mais envie aussi. Elle s'est intégrée à ma vie sans problème. Les soirées cinéma sur mon canapé se sont transformées en un tiroir à vêtements, où elle a pratiquement vécu sans qu'on le sache officiellement. Elle riait de mes piètres tentatives culinaires et m'a appris que les légumes n'avaient pas forcément un goût de carton si on les assaisonnait. Un concept révolutionnaire, apparemment. Ses parents, Sylvia et Arnold, semblaient plutôt sympas quand je les ai enfin rencontrés. Plus âgés, retraités, le genre de personnes qui envoyaient encore des cartes de Noël et demandaient si on avait trouvé Jésus. Ils étaient polis, avec cette politesse un peu formelle des parents qui se demandent si on est assez bien pour leur fille. Sylvia a complimenté ma maison avec cette marque en particulier. D'un enthousiasme qui signifiait qu'elle était gentille, mais pas vraiment impressionnée. Arnold parlait de ses heures de gloire dans le management intermédiaire comme s'il avait dirigé des entreprises du Fortune 500 plutôt qu'une petite agence d'assurance à Tacoma, mais il semblait m'approuver, ce qui, avouons-le, était plutôt agréable. Ils ont discuté de mon travail, ont hoché la tête d'un air approbateur quand j'ai mentionné le fait d'avoir mon propre appartement, et Sylvia a même dit que j'avais de bonnes manières. Apparemment parce que j'aidais à. Les gens, vous développez une réelle appréciation pour comprendre exactement vos droits. De plus, j'ai poursuivi, ce n'est pas la seule preuve que j'ai. Les dossiers bancaires montrant exactement qui a payé quoi. Documentation de toutes les dépenses de rénovation. Enregistrement de chaque paiement de la dette. Incroyable ce que vous pouvez prouver lorsque vous suivez réellement les choses. C'est à ce moment-là que j'ai sorti la lettre de mon avocat. Pas n'importe quel avocat, mais Rebecca Morrison, le genre d'avocat en divorce qui a mangé des conjoints en triche pour le petit déjeuner et utilise leurs actifs comme le café. Je l'avais embauchée il y a 2 semaines, juste après avoir décidé de cesser d'être réactive et de commencer à être stratégique. Il s'agit d'un procès pour divorce avec pension alimentaire, ai-je dit, glissant les papiers à travers la table comme si je faisais des cartes dans le jeu de poker le plus cher du monde. Il s'avère que l'adultère affecte les calculs de support du conjoint de certaines manières assez intéressantes. Alicia a arraché les papiers, les scannant avec une horreur croissante. Manny ? Tu veux une pension alimentaire de ma part ? Oh, pas seulement de toi, dis-je. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment amusantes. Vous voyez, Greg savait que vous étiez mariés quand il a commencé cette relation. Cela fait de lui ce qui s'appelle légalement un paramour. Et en cas d'aliénation de l'affection, il peut être tenu financièrement responsable de son rôle dans la rupture d'un mariage. J'ai regardé la compréhension de leur visage comme le lever du soleil le plus importun du monde. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à un nerf d'ordinateur naïf qui, se retourne et prenait tout ce qu'ils ont exploité. Au lieu de cela, ils découvraient qu'ils avaient quelqu'un qui comprenait que la vengeance était mieux servie avec une documentation juridique appropriée. Vous ne pouvez pas poursuivre Greg, a protesté Alicia. Mais sa voix avait perdu toute sa confiance antérieure. Il ne savait pas. Je veux dire, je ne lui ai jamais dit. Ce qui est drôle à ce sujet, dis-je, en retirant un autre ensemble de papiers, des messages textes, des emails, des photos de vous portant votre bague de mariage dans les événements du district scolaire où Greg était présent. Incroyable ce que les gens publient sur les réseaux sociaux quand ils pensent que personne ne fait attention. Sylvia a finalement trouvé sa voie, même si elle est apparue comme plus de croix que de discours réels. C'est vindicatif. Nous sommes de la famille. Non, dis-je, debout et dominant la table comme une sorte d'ange vengeant de banlieue. Nous n'étions jamais familiaux. J'étais un guichet automatique avec des jambes et une hypothèque. Vous avez rendu cela très clair dans votre petite conversation de cuisine. Arnold a essayé un dernier jeu désespéré pour la sympathie. Grayson, nous pouvons sûrement trouver quelque chose. Peut-être que nous nous sommes empêchés, avons dit certaines choses que nous ne voulions pas dire. Oh, tu voulais dire chaque mot, j'ai interrompu. La question est de savoir si vous vouliez vous faire prendre à les dire. C'est alors que la sonnette a sonné. Et je jure que le son a fait sauter tous les 3 comme s'ils avaient été électrocutés. Le timing parfait, vraiment, parce que je me demandais quand mon invité arriverait. Ce sera le shérif, ai-je dit avec désinvolture, comme si j'annonnais que la livraison de pizza était arrivée au lieu d'administrateur judiciaire avec une assignation judiciaire. C'est drôle à quelle vitesse ces choses évoluent lorsque vous avez des preuves et un bon avocat. Je me dirigeais vers la porte d'entrée pendant qu'ils étaient assis là dans un silence stupéfait, essayant probablement de comprendre si c'était un cauchemar élaboré dont ils pouvaient se réveiller.
Le député du shérif était exactement à l'heure, professionnel et courtois avec une pile de papiers juridiques qui représentaient des mois de planification minutieuse qui se concrétisent enfin. Le soir, monsieur, a déclaré le député. J'ai une convocation pour Alicia Moore, Gregory Whittaker, Sylvia Patterson et Arnold Patterson. Ils sont tous dans la cuisine, dis-je, le conduisant à l'intérieur comme si j'organisais un dîner au lieu de servir des papiers légaux. Sauf Greg. Il devra être servi sur son lieu de travail demain. Les regarder recevoir ces convocations était comme le matin de Noël. Si Noël impliquait de regarder les gens réaliser que leur mensonge venait de devenir exponentiellement plus compliqué et coûteux. Le député a expliqué leur date judiciaire, leurs obligations légales et les conséquences d'ignorer la procédure avec le type de détachement professionnel qui a rendu tout encore plus officiel et terrifiant. Après son départ, les trois se sont assis autour de ma table de cuisine ressemblant à des survivants d'une sorte de catastrophe naturelle. Ce qu'ils étaient. Ils venaient d'être frappés par l'ouragan Grayson et le nettoyage allait prendre un certain temps. C'est fou, dit finalement Alicia, sa voix petite et tremblante. Tout cela sur des commentaires stupides. Non, je l'ai corrigé. Tout cela sur un an de fraude, de manipulation et d'adultère. Les commentaires n'étaient que la confession. J'ai regardé autour de moi les trois personnes qui avaient passé des mois à rire de la facilité avec laquelle ils m'avaient joué et ont ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Satisfaction complète et totale. Maintenant, dis-je, en vérifiant ma montre comme si j'avais un endroit important pour être. Vous avez 30 jours pour trouver de nouveaux accords de vie. Je vous suggère de commencer à chercher. La meilleure partie, ils pensaient toujours que j'étais le même coup de pouce qui avait passé un an à résoudre leurs problèmes. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils étaient faux. Vous savez ce qu'ils disent de la meilleure vengeance servie froide? Eh bien, le mien est venu avec un côté de justice poétique et une garniture de douce ironie qui aurait fait pleurer un maître-chef avec envie. Les prochaines semaines se sont déroulées comme regarder les dominos tomber, sauf que chaque domino était un morceau de leur vie fantastique soigneusement construite, et j'ai eu un siège au premier rang pour toute la belle catastrophe. Alicia a d'abord déménagé, pensant probablement qu'elle faisait une grande sortie qui me laisserait dévasté et la suppliait de revenir. Elle a emballé ses trucs avec le genre de poussée dramatique qui a suggéré qu'elle pratiquait ce moment dans le miroir. Tous les regards significatifs et la taille lourde comme si elle était l'héroïne tragique dans un feuilleton au lieu d'une femme tricheuse confrontée aux conséquences de ses choix. La place de Greg à Bellevue était apparemment tout ce dont elle rêvait. Moderne, chère et assez loin de la réalité pour prétendre qu'elle vivait dans une comédie romantique au lieu d'un conte éditant d'adultère pendant environ 2 semaines. Quoi qu'il en soit, voyez, la chose à propos de sortir avec votre patron pendant que vous êtes marié à quelqu'un d'autre, c'est qu'il a tendance à créer ce que les départements RH aiment appeler les complications. Et lorsque ces complications impliquent des poursuites et des dates judiciaires et le type de paperasse juridique qui rend les administrateurs de districts scolaires nerveux à propos de leur financement, eh bien, soudain, votre affaire de lieu de travail romantique commence moins à un conte de fées et plus comme un passif. J'ai entendu à travers la vigne. D'accord, très bien. J'ai peut-être fait des médias sociaux légers qui traquent que l'enthousiasme de Greg pour leur relation s'est considérablement refroidi une fois que mon avocat a commencé à poser des questions sur ses revenus et ses actifs. C'est drôle à quelle vitesse je peux vous donner la vie que vous méritez se transformer en peut-être faire une pause et voir comment cette chose juridique se déroule. Le procès a frappé environ 3 semaines après avoir emménagé avec lui. Il s'avère que Greg était le genre de lâche de gestion intermédiaire qui a parlé à un grand jeu de la stabilité et de la sécurité jusqu'à ce que quelqu'un menace son style de vie de banlieue confortable. Face au choix entre se battre pour sa petite amie et protéger sa carrière, il a choisi son 401K sur la romance. Alicia a duré exactement 11 jours après avoir été larguée avant d'essayer de m'appeler. Ne vous excusez pas, faites attention. Cela aurait dû reconnaître qu'elle avait fait quelque chose de mal. Non, elle a appelé parce qu'elle avait besoin d'un endroit pour rester et pensait en quelque sorte que je pourrais me sentir charitable envers la femme qui avait passé un an à planifier de détruire ma vie. Gray, nous devons parler, a-t-elle dit quand j'ai répondu au téléphone en utilisant cette voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons travailler à travers cela. Non, nous ne pouvons pas, j'ai dit et raccroché. Incroyable à quel point il peut être satisfaisant d'utiliser exactement 2 mots pour terminer une conversation qui aurait probablement duré 1 heure si je ressentais avec leur vie une fille. Envisageant. J'ai commencé cette aventure en pensant que j'investissais dans mon avenir avec Alicia, c'était comme gagner le jackpot.
La colonie de la pension alimentaire était la cerise au sommet de ce dimanche de vengeance. 25 000 $ d'Alicia ont payé plus de 2 ans, car apparemment, son salaire de conseiller scolaire n'était pas aussi flexible qu'elle ne le pensait. La regarder se rendre compte qu'elle devrait réellement budgétiser les conséquences de ses actions était presque aussi satisfaisante que l'argent lui-même. Le règlement de Greg était plus petit, 10 000 $ pour éviter le scandale public qui aurait été venu avec un procès complet. Mais la vraie victoire était de le voir apprendre que les actions ont des conséquences, même pour les réalisateurs régionaux d'âge moyen qui pensent qu'ils ont droit aux femmes d'autres personnes. La meilleure partie n'était pas l'argent, cependant. C'était le silence. Pour la première fois en plus d'1 an, je pouvais rentrer chez moi dans une maison qui était en fait à moi sans avoir à faire face aux commentaires agressifs passifs de Sylvia sur mon entretien ménager ou les terribles blagues d'Alicia ou les faux sourires d'Alicia pendant qu'elle prévoyait mon exécution émotionnelle. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision sans négocier. Je pourrais manger des céréales pour le dîner sans jugement. Je pourrais laisser mes projets informatiques répartis sur la table de la salle à manger sans que quelqu'un ne se déplace pour faire de la place pour des dîners en famille qui ressemblaient plus à des situations d'otages. Le calme était incroyable. Pas le calme oppressif dont Sylvia s'était plaint, mais le calme paisible d'une vie sans drame, manipulation ou personne qui pensait que votre gentillesse était une faiblesse. J'ai recommencé à sortir ensemble lentement et soigneusement cette fois. Date de café, conversations occasionnelles, apprendre à connaître les gens sans la pression d'essayer de construire une vie avec quelqu'un qui pourrait avoir l'intention de le démolir. C'était rafraîchissant de découvrir qu'il y avait en fait des femmes qui appréciaient l'honnêteté, qui n'avaient pas vu la gentillesse comme une opportunité d'exploitation, qui comprenaient que les relations étaient censées être des partenariats au lieu des jeux de cons. Toute l'expérience m'avait appris à écouter plus attentivement. Faire attention aux actions au lieu de mots, faire confiance à mon instinct quand quelque chose s'est senti éteint. Des leçons coûteuses, bien sûr, mais valent chaque centime pour la tranquillité d'esprit qui le méritait. Mais surtout, j'ai juste apprécié le silence. Le beau silence sans drame d'une vie reconstruite selon mes propres termes. 2 ans plus tard, je suis assis dans mon appartement calme à Frémont, buvant du café qui a vraiment bon goût parce que j'ai finalement appris à utiliser correctement une presse française et à réfléchir à ce qui pourrait être l'éducation la plus chère que j'ai jamais reçue. Mais tu sais quoi? Cela valait chaque putain de sou. Mon endroit n'est pas grand-chose à regarder. Une simple location de 2 chambres avec une lumière décente et des voisins qui s'occupent de leur propre entreprise. Pas de duplex sophistiqué, pas de dynamique familiale compliquée, pas de beaux-parents qui ne planifient ma disparition financière pendant le petit déjeuner. Juste moi, mes livres, ma configuration d'ordinateur qui ferait pleurer les nerfs de la technologie, et le genre de paix que l'argent peut vraiment acheter si vous êtes intelligent sur la façon dont vous le dépensez. J'ai recommencé à sortir ensemble, mais je l'approche comme le code de débogage maintenant, méthodiquement, soigneusement et avec une saine appréciation pour les drapeaux rouges que j'habitais. Sarah existe depuis environ 6 mois maintenant, et elle est tout ce que Alicia a fait semblant d'être. Honnête à propos de ses prêts étudiants depuis le début, paie ses propres repas la moitié du temps et rit en fait de mon terrible programmation des blagues parce qu'elle pense qu'elles sont vraiment drôles, pas parce qu'elle essaie de me beurrer pour quelque chose. Elle est graphiste avec son propre appartement, sa propre voiture et sa propre vie qui ne tourne pas autour de l'utilisation d'autres personnes pour résoudre ses problèmes. Concept roman, non. Quand elle dit qu'elle m'aime, je la crois vraiment. Probablement parce qu'elle ne m'a jamais demandé de payer pour quelque chose de plus cher que le café. La confiance a pris un peu de travail. Je ne mentirai pas et je ne dirai pas que j'ai rebondi de toute la catastrophe d'Alicia, comme une sorte de super-héros relationnel. Il y avait certainement des dates où j'ai passé plus de temps à chercher des programmes cachés que de faire connaissance avec des gens. Mais la thérapie a aidé. Il s'avère qu'il existe des professionnels qui se spécialisent dans l'aide aux gens de comprendre la différence entre être prudent et être paranoïaque. Le docteur Martinez m'a appris à écouter mon instinct sans le laisser fonctionner toute ma vie. Cette petite voix qui a essayé de m'avertir de la révélation de la dette d'Alicia et de l'enthousiasme étrange de ses parents pour mon argent. Ouais, je fais attention à ça maintenant. Mais j'ai aussi appris que toutes les femmes qui ne sont pas oublient que son portefeuille gère un long con. Et toutes les invitations pour le dîner en famille ne sont pas un piège. Le travail bénévole a commencé il y a environ 1 an, principalement parce que j'avais du temps entre mes mains et une appréciation nouvellement développée pour avoir aidé les personnes qui en avaient réellement besoin. Je travaille avec un programme d'alphabétisation locale enseignant aux adultes des compétences informatiques de base. C'est le genre de travail qui vous fait vous sentir utile sans que personne n'essaie de vous manipuler dans la faillite. Ce sont des gens qui veulent vraiment apprendre,
qui apprécie votre temps et vos efforts, qui vous remercie et qui le signifie. Le mois dernier, un gars de 50 ans nommé Marcus a obtenu son premier compte de messagerie et a failli pleurer lorsqu'il a envoyé un message à sa fille à travers le pays. C'est le genre de moment qui vous rappelle pourquoi aider les gens est censé se sentir bien. Mais ma partie préférée de la semaine est définitivement le dimanche après-midi avec ma nièce Maya. Elle a 8 ans maintenant, intelligente comme l'enfer, et a déclaré que je suis l'homme le plus intelligent sur Terre parce que je lui ai appris à coder un jeu simple sur mon ordinateur portable. Les enfants ont du bon goût chez les oncles. De toute évidence, Maya ne connaît pas les détails de ce qui s'est passé avec Alicia. Elle sait juste que l'oncle Gray était marié et maintenant il ne l'est pas. Et que parfois les adultes font des erreurs qui les nécessitent de recommencer. Elle a cette belle simplicité sur les relations que j'envie en quelque sorte. Vous êtes gentil avec les gens, soit vous ne l'êtes pas. Vous tirez vos promesses, soit vous ne le faites pas. Et si quelqu'un est méchant avec vous, vous ne l'invitez pas à votre fête d'anniversaire. Oncle Gray, m'a-t-elle dit la semaine dernière alors que nous construisions un fort couverture dans mon salon. Vous êtes bien plus heureux maintenant qu'auparavant. Avant que vous ayez toujours l'air fatigué, comme si vous aviez trop de devoirs de la bouche des filles, non? Elle avait absolument raison. J'avais été fatigué, profond des os, épuisé d'essayer de faire fonctionner une situation fondamentalement malhonnête, de porter le poids financier et émotionnel des personnes qui considéraient ma gentillesse comme une faiblesse. Peut-être que j'étais stupide une fois. Peut-être que je croyais aux gens trop facilement, que je faisais confiance trop rapidement et que j'ai supposé que tout le monde partageait ma définition de ce que le mariage et la famille étaient censés signifier. Peut-être que j'ai passé trop de temps à essayer de soigner le gars qui pourrait résoudre les problèmes de chacun au lieu de reconnaître quand les gens m'utilisaient comme une solution de marche à leurs propres mauvaises décisions. Mais maintenant je suis libre. Libre du drame. Libre de la manipulation. Libéré de personnes qui pensent que votre générosité est leur droit d'aînesse. J'ai un compte d'épargne qui se reconstruit lentement. Un travail que j'apprécie réellement sans la pression de soutenir la valeur de l'endettement et les relations d'une famille élargie entière basée sur le respect mutuel au lieu de la dépendance financière. Je suis entier d'une manière que je ne savais même pas que j'étais brisé auparavant. Je dors mieux, je ris plus et je n'ai pas eu de maux de tête de stress depuis plus d'1 an. Ma tension artérielle est probablement la meilleure depuis le collège. Et je n'ai pas eu une seule crise d'anxiété à propos de l'argent depuis que j'ai cessé de payer pour les erreurs des autres. Et la meilleure partie, ils sont partis. Tous. Alicia, Sylvia, Arnold et toute leur dynamique familiale toxique qui traitait la gentillesse comme la monnaie et le mariage comme une transaction commerciale. Ils vivent leur vie ailleurs, traitant des conséquences de leur choix. Et je suis vraiment ne vous souciez pas de la façon dont cela fonctionne pour eux. Certaines personnes pourraient appeler cela froid, mais je l'appelle saine. J'ai appris à la dure que vous ne pouvez pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Et vous ne pouvez pas aimer que les gens soient meilleurs qu'ils ne le choisissent. Il s'avère que la paix est beaucoup plus précieuse que les gens qui ne le méritent pas. Débarrasser la vaisselle sans qu'on me le demande. La barre était clairement assez basse, mais bon, je la prenais. Avec le recul, peut-être que le fait que leur approbation ait semblé si facile aurait dû être un signal d'alarme, mais j'étais trop occupé à être heureux pour le remarquer. Trop absorbé par l'idée d'avoir enfin trouvé la personne qui me correspondait. Alicia était tout ce que je pensais désirer. Belle, intelligente, drôle et, pour une raison inexplicable, intéressée par moi. Alors, quand je me suis agenouillé au marché de Pike Place un mardi matin pluvieux, parce qu'il pleuvait bien sûr, on est à Seattle, et que je l'ai demandé en mariage, son oui m'a semblé la chose la plus naturelle au monde. Elle a pleuré. J'ai peut-être versé quelques larmes, d'accord, beaucoup. Et pendant ce temps-là, tout était parfait. Je pensais avoir gagné au loto, trouvé l'âme sœur, percé le secret du bonheur qui m'avait échappé pendant 34 ans. Mon Dieu, j'étais tellement idiot. Et voilà, j'étais là, fraîchement marié, avec l'impression d'avoir percé le secret de toute cette histoire de relation adulte. Alicia a emménagé chez moi juste après notre lune de miel. Une petite escapade modeste mais adorable aux îles San Juan, où nous avons fait semblant d'être dehors, loin des gens, pendant une semaine. Et j'ai découvert que ma femme pêchait mieux que moi. Ça aurait dû être un autre signal d'alarme. Honnêtement, quiconque est aussi doué pour attraper des poissons et les remonter a probablement un peu d'expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon sang, ces premiers mois, c'était comme vivre dans un film de Hallmark. On se réveillait ensemble, elle me volait mon café pendant que je m'habillais, et je faisais semblant.
Être agacée tout en savourant secrètement chaque instant. Elle avait cette façon de fredonner en se préparant pour le travail qui rendait même les lundis matins supportables. On préparait le dîner ensemble. Enfin, elle cuisinait pendant que je la soutenais moralement et coupait parfois des légumes sans perdre les doigts. Et on planifiait nos week-ends comme si on cartographiait des expéditions en terres inconnues au lieu de se contenter de choisir entre Ikea et Home Depot. Cette femme transformait ma maison de ranch ennuyeuse en un foyer. Elle apportait des plantes qui, curieusement, ne mouraient pas sous mes soins, réorganisait mes meubles de façon logique et me convainquait que les coussins décoratifs n'étaient pas seulement une conspiration des géants du textile pour soutirer de l'argent aux hommes. On se pelotonnait sur le canapé devant Netflix, ses pieds sur mes genoux, à parler de tout et de rien. Elle me parlait des enfants à l'école, et je l'ennuyais avec des histoires de migration de serveurs et d'optimisation de bases de données qu'elle prétendait trouver fascinantes. On parlait de l'avenir comme si c'était ce projet brillant que nous construisions ensemble. Des enfants, évidemment, elle en voulait 2, peut-être 3. Un garçon d'abord, puis une fille, parce qu'apparemment, on pouvait les commander à la carte. On finirait par opter pour une maison plus grande. Une maison avec un vrai jardin où nos hypothétiques enfants pourraient courir et casser des objets coûteux. On prendrait peut-être un chien. Un de ces Golden Retrievers qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour les valeurs familiales et le rêve américain. Elle avait des opinions sur tout. Et j'adore ça chez elle. Où on pourrait passer des vacances n'importe où avec de bons fruits de mer et sans foule de touristes qui prennent des selfies. Quel genre de voiture on achèterait quand ma vieille Honda rendrait enfin l'âme? Quelque chose de fiable mais pas ennuyeux. Ces mots, même le prénom qu'on donnerait à nos futurs enfants. Je voulais quelque chose de classique. Elle voulait quelque chose d'unique mais pas bizarre. Vous savez, le genre de conversation que les gens mariés ont quand ils pensent avoir tout le temps du monde pour comprendre. Puis, un soir de novembre, tout a commencé à basculer. Je suis rentré d'une journée particulièrement difficile, à gérer une panne système qui avait convaincu la moitié de l'entreprise que c'était la fin du monde. Prêt à m'effondrer sur le canapé et à oublier l'existence des ordinateurs. Mais Alicia était assise à notre table de cuisine avec ça. L'expression de son visage. Le genre d'expression qu'on a quand on s'apprête à annoncer la mort de son chien. Mais on essaie de trouver les mots justes. Il faut qu'on parle, dit-elle, et mon estomac se noua aussitôt. D'après mon expérience, les conversations qui commencent par ces 4 mots ne se terminent jamais par une bonne nouvelle et un gâteau. Elle s'est lancée dans toute cette histoire de la situation financière de ses parents. Et laissez-moi vous dire que c'était un vrai casse-tête. Apparemment, Sylvia et Arnold n'étaient pas les retraités inoffensifs que je croyais. Ils croulaient, et je dis bien, à un niveau titanesque, sous les dettes. Des factures de cartes de crédit à rendre un gagnant de loterie nerveux. Une entreprise ratée datant d'il y a des années et dont je n'avais jamais entendu parler. Et voilà le hic, des dettes de jeu antérieures à la naissance d'Alicia, mais qui, d'une manière ou d'une autre, subsistaient comme une sorte de zombie financier. Ils sont vraiment dans la merde, Gray, dit-elle, utilisant ce surnom qui me faisait habituellement fondre, mais qui, maintenant, sonnait comme si elle essayait de me flatter. Ce n'est pas leur faute. Vraiment. Papa a été licencié juste avant sa retraite, et les factures médicales de maman, suite à son opération de l'année dernière, se sont accumulées. Ils étaient trop fiers pour demander de l'aide, mais je ne peux pas les regarder tout perdre. À en juger par sa description, ils étaient pratiquement à un paiement manqué de vivre dans un carton sous l'autoroute, à manger de la nourriture pour chat et à se remémorer des jours meilleurs. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a parlé de la vente de leur maison familiale, l'endroit où elle avait grandi, où vivaient tous ses souvenirs d'enfance, où son père lui avait construit une cabane dans les arbres qui semblait toujours debout, tel un monument aux jours meilleurs. Puis est venu le discours. Et laissez-moi vous dire, cette femme aurait pu vendre de la glace aux Esquimaux ou convaincre des végétaliens d'ouvrir un steakhouse. Elle a suggéré qu'on rénove leur ancien logement et qu'on crée une sorte de duplex où l'on vivrait tous ensemble. Une grande famille heureuse, partageant les dépenses, s'entraidant, construisant quelque chose de beau ensemble. Pensez Y, a-t-elle dit, ses yeux prenant cette lueur vive et excitée qui signifiait généralement qu'elle avait trouvé un nouveau restaurant ou trouvé une solution. Comment organiser notre garde-robe plus efficacement? On pourrait transformer leur appartement en quelque chose de génial. Il a une bonne base, un quartier génial, et le terrain est immense. On pourrait agrandir, créer des espaces séparés, peut-être même en louer une partie plus tard. Ce serait comme avoir notre propre propriété, mais en plus classe. Au début, j'ai cru qu'elle avait perdu la tête.
Vivre chez les beaux-parents. C'était comme se suicider. Toutes les sitcoms, tous les sketchs comiques, toutes les idées reçues criaient que réunir mariage et beaux-parents sous le même toit était la recette du désastre. Mais Alicia avait ce don de rendre les idées folles raisonnables. Dès qu'elle s'est lancée, elle a sorti son ordinateur portable et a commencé à me montrer des tableaux Pinterest sur lesquels elle travaillait apparemment depuis des semaines. Agencement des pièces, palette de couleurs, plan de cuisine. Cette femme avait bien étudié la question. Elle m'a expliqué comment on pourrait économiser en combinant les ménages, en partageant les charges, et peut-être même en coordonnant nos courses. Elle a donné l'impression que c'était efficace, pratique, presque intelligent. Et puis, elle a ajouté avec ce sourire qui m'avait convaincu d'accepter tant de choses l'année dernière. Ce serait moins cher que d'acheter une deuxième maison ou de les aider à payer leur loyer ailleurs. Et tu sais, ils t'adorent. Papa dit toujours que tu es le fils qu'il n'a jamais eu. Plus elle parlait, plus ça devenait étrangement logique. Les prix de l'immobilier à Seattle étaient exorbitants. Bref, la maison de ses parents était dans un quartier sympa, près de nos deux boulots, avec assez d'espace pour que ça fonctionne si on s'organisait bien. Et pour être honnête, j'aimais bien l'idée d'avoir de la famille autour de moi. Enfant unique, j'avais toujours envié les amis qui organisaient ces grands dîners de famille chaotiques et les visites surprises de la famille. Elle m'a épuisé pendant plusieurs semaines, évoquant le sujet avec désinvolture pendant les pauses publicitaires, m'envoyant des articles sur les tendances de vie multigénérationnelles, et suggérant même qu'on passe chez eux juste pour voir le potentiel. À chaque objection, elle avait une réponse. Soucieux de l'intimité? Nous concevons des espaces de vie complètement séparés. Soucieux de la compatibilité, nous avions établi des règles de base dès le départ. Inquiète du coup, on économiserait de l'argent à long terme. En décembre, j'avais accepté tout ça. Avec le recul, je ne sais pas si c'était son pouvoir de persuasion, mon désir de la rendre heureuse, ou juste l'esprit des fêtes qui me rendait généreux et optimiste quant à la cohésion familiale. Peut-être les trois, en fait. Elle hurlait quand je disais enfin oui, me serrant dans ses bras comme si je venais d'accepter de l'emmener faire un tour du monde. Tu es incroyable, Gray. Ça va être parfait. On va construire quelque chose d'incroyable ensemble. Et tu sais quoi? Pendant un bref instant, je l'ai cru. Je pensais qu'on se lançait dans une grande aventure, qu'on créait notre propre petite dynastie, qu'on posait les fondations de la famille qu'on voulait fonder. Mon Dieu, j'étais vraiment idiot. Janvier est arrivé comme une gueule de bois après le réveillon du Nouvel An. Inévitable et bien plus douloureux qu'on ne l'imaginait. Alicia et moi avions passé les vacances à mesurer les pièces, à esquisser des plans et à regarder beaucoup trop d'émissions de rénovation où des couples transforment des maisons de rêve en 30 minutes, sans publicité. J'étais vraiment emballé par ce projet. J'avais même commencé à regarder des vidéos YouTube sur la pose de carrelage en faisant semblant de comprendre la différence entre des vis à cloison sèche et des vis à bois. Nous avions organisé des rendez-vous avec des entrepreneurs, obtenu des devis pour les matériaux, et j'avais commencé à calculer le coût de toute cette aventure. Mon estimation initiale était d'environ 50 000 $. Pas vraiment de la petite monnaie, mais gérable si on était malin. J'avais pensé qu'on utiliserait une partie de mes économies, peut-être un petit prêt immobilier, et qu'on étalerait les paiements sur 2 ans. Facile comme bonjour, non? C'est là qu'Alicia a lâché la bombe qui a anéanti toute ma compréhension de notre situation financière. Nous étions assis à ma table de cuisine. Notre table de cuisine, me répétais-je sans cesse, en m'habituant encore à ce truc de gens mariés avec nos plans de rénovation étalés comme si on préparait une invasion militaire. Je me sentais plutôt bien dans ma peau, pensant être responsable et minutieuse, quand Alicia a de nouveau eu ce regard. Vous savez, celui qui faisait penser qu'elle venait de se rendre compte qu'elle avait oublié de mentionner un détail, comme si la maison était construite sur un ancien cimetière ou que son ex était un tueur en série. Gris, a-t-elle dit, et la façon dont elle a prononcé mon nom a fait faire à mon estomac ce truc qui se produit juste avant une intoxication alimentaire. Il y a quelque chose que je dois te dire avant qu'on s'attarde trop sur ces plans. J'ai levé les yeux des devis de l'entrepreneur que j'étais en train d'examiner, et je jure que je la voyais prendre son courage à 2 mains comme si elle était sur le point de sauter d'une falaise. Ses mains jouaient avec son alliance. Jamais bon signe. Et elle faisait ce truc qui consiste à éviter le contact visuel en fixant un endroit fascinant sur la table. Quoi de neuf, ai-je demandé en essayant de garder une voix décontractée, même si mon instinct me criait que je n'allais pas aimer la suite. Elle prit une grande inspiration, le genre de celle qu'on prend avant de plonger dans l'eau froide ou de dire à son patron ce qu'on pense de son style de management.
On est, enfin, ma famille l'est. On est plus endetté que je ne l'avais dit au départ. Bon, j'ai dit lentement, parce que dire d'autre quand quelqu'un commence une phrase par « on est plus endetté ». De combien parle-t-on? C'est laquelle m'a frappé avec le chiffre qui m'a littéralement fait quitter mon corps l'esprit pendant quelques secondes. 190 000 $. Pas 19 000, ni 90 000, mais 1190 suivi de 3 zéros. Le genre de chiffre qui vous fait douter d'avoir bien entendu ou d'être victime d'une hallucination due au stress. Je l'ai regardé fixement pendant ce qui m'a semblé une heure, mais qui n'a probablement duré qu'une dizaine de secondes. Mon cerveau essayait de traiter cette information comme un ordinateur connecté à Internet par ligne commutée. Beaucoup d'efforts, très peu de progrès, et ce bruit agaçant de tout qui s'arrête. Je suis désolé. Et maintenant? J'ai finalement réussi à dire un mot, car j'avais sûrement mal compris. Peut-être avait-elle dit 19 000 $ et que j'avais juste un problème auditif dû à un excès de caféine et au stress des travaux. Mais non, elle l'a confirmé. 190 000 $ de dette. Des cartes de crédit plafonnées à des plafonds à faire rougir un casino. Des prêts commerciaux pour cette entreprise qui a fait faillite. Je n'avais jamais entendu toute l'histoire des factures médicales qui se reproduisaient apparemment comme des lapins. Et oui, ces dettes de jeu plus anciennes que notre relation, mais qui, d'une manière ou d'une autre, persistaient comme une vilaine éruption cutanée. Comment étais-je parvenu à gérer tout ça? Non pas comment allons-nous régler ça ou comment c'est arrivé, mais comment mon vocabulaire s'était réduit à une seule syllabe parce que mon cerveau était trop occupé à s'effondrer pour former des pensées complètes. Elle s'est mise à pleurer, et laissez-moi vous dire que voir sa femme pleurer, c'est comme recevoir un coup de poing américain dans le ventre. Elle s'est lancée dans cette explication de la faillite de l'entreprise de son père pendant la récession. Comment les problèmes de santé de sa mère avaient engendré une cascade de dépenses médicales, comment ils étaient trop fiers pour demander de l'aide et trop optimistes quant à leur capacité à s'en sortir. Je ne te l'avais pas dit avant, car j'avais peur. Elle sanglotait, et ses larmes étaient sincères. Je pouvais faire la différence entre des larmes de manipulation et une véritable détresse. Et c'était vraiment la vraie histoire. Je ne voulais pas te faire peur. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être trouver une solution ensemble. Tu sais, après notre mariage et une fois que tout a été réglé, c'est là que le vrai déclic a eu lieu. Elle était au courant de cette dette depuis le début de notre relation. Pendant toutes ces conversations sur notre avenir, tous ces projets que nous avions faits, toutes ces discussions sur les finances, les objectifs et les rêves, elle avait gardé cette information secrète comme si c'était un secret d'État. Tu es au courant depuis combien de temps, ai-je demandé, et j'entendais ma voix prendre cette tension qu'elle a quand je m'efforce de ne pas perdre complètement mon depuis avant nos fiançailles. Elle murmura, et là, c'était la vérité qui me fit me sentir comme le plus grand idiot du monde. Je me suis radossé à ma chaise, essayant d'assimiler le fait que la femme que j'avais épousée, celle à qui j'avais confié mon cœur et mon avenir, m'escroquait depuis plus d'1 an. Bon, peut-être que l'escroquerie était trop dure. Elle n'essayait pas de voler mon identité ni de me vendre un pont à Brooklyn, mais elle avait certainement caché des informations que toute personne raisonnable voudrait connaître avant de s'engager légalement avec un autre être humain. S'il te plaît, ne sois pas fâché, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour me prendre la main. Je t'aime tellement, Gray. J'allais te le dire. Je ne savais juste pas comment. Et puis, nous étions si heureux. Et je me suis dit que si j'attendais après le mariage, on pourrait s'attaquer à ça ensemble, en équipe. Une équipe, non. Le genre d'équipe où un joueur ne parle aux autres du trou géant sur le terrain qu'après avoir déjà commencé à jouer. On trouvera une solution, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle abordait le sujet. Enfin, tu es tellement intelligent avec l'argent, et tu as un travail, et à nous deux, on peut faire un plan. Ce n'est pas impossible, non. On a toujours des dettes. Elle donnait l'impression qu'on parlait d'un solde de carte de crédit modeste, et non d'un montant plus élevé que le prêt immobilier de la plupart des gens. Elle parlait de prêts de consolidation et de plans de remboursement, et de notre jeunesse, qui nous donnait tout le temps de nous remettre sur pied. Elle nous a dépeints comme un couple puissant, surmontant les difficultés ensemble et en ressortant plus fort. Et voilà ce qui me fait vraiment réfléchir. Une partie de moi voulait la croire. Une autre partie de moi faisait déjà le calcul. Elle cherchait comment faire en sorte que ça marche. Elle se demandait si ce n'était pas juste une autre aventure qu'on pourrait gérer ensemble. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? On trouve comment faire en sorte que ça marche,
même quand c'est un désastre financier qui rendrait un avocat spécialisé en faillite nerveux. Nous sommes mariés maintenant, dit-elle en me serrant la main. Pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? C'est le pire, mais on va s'en sortir. Je te promets de te rembourser tout, jusqu'au dernier centime. On est une équipe, et les équipes ne se laissent jamais abattre. Je l'ai regardée assise là, les larmes aux yeux, l'espoir et le désespoir mêlés dans son expression, comme si elle misait tout sur ma réaction. Et comme l'idiot que j'étais apparemment, je n'ai pas dit non. J'aurais dû. Toute personne rationnelle aurait couru hors de la pièce en hurlant, appelé un avocat et cherché comment obtenir un mariage plus vite qu'on ne pourrait le faire face à des différends irréconciliables. Mais je ne l'ai pas fait, car j'étais amoureux. Et apparemment, être amoureux rend stupide d'une manière qui mériterait probablement d'être étudiée par les scientifiques. Me voilà donc officiellement couronné mari le plus cher du monde. Pas en termes de frais d'entretien. Je suis plutôt facile à vivre. Merci beaucoup. Mais en termes de ce qu'il allait apparemment me coûter de rester marié à la femme que j'aimais, 190 000 $. Ce chiffre me hantait comme une chanson grinçante en boucle, surgissant dans mes rêves et me faisant faire des calculs mentaux aux moments les plus inopportuns. Mais voilà ce qu'il y a de bien quand on aime quelqu'un, on ne s'en va pas comme ça quand les choses se compliquent. Du moins, c'est ce que je me disais en commençant à liquider mon avenir financier soigneusement construit comme si j'étais en train de liquider mon entreprise. Le premier à disparaître fut mon compte d'épargne. 50 000 $ que j'avais mis de côté depuis la fac, accumulés au fil des années à manger des ramen, à conduire des voitures plus vieilles que celles de certains de mes collègues et, plus généralement, à vivre comme un adulte responsable qui comprenait le concept de gratification différée. J'étais fier de ce compte, vérifiant le solde comme certains consultent leur horoscope régulièrement, avec l'espoir irréaliste d'une bonne nouvelle. Voir ce chiffre tomber à zéro, c'était comme voir quelqu'un effacer votre sauvegarde de jeux vidéo préféré. Des années de progrès envolés en quelques clics et virements électroniques. Mais bon, c'est à ça que servent les économies, non? Les dépenses imprévues. Quoique. Je suis presque sûr que lorsque les conseillers financiers parlent de dépenses imprévues, ils pensent plutôt à un nouveau toit ou à une urgence médicale. Sans surprise. La famille de votre femme est financièrement irresponsable depuis des décennies. Ensuite, il y a eu mes stock options. Vous savez, ces choses que mon entreprise m'a données en échange d'augmentations réelles, en me promettant qu'elles vaudraient quelque chose un jour, quand nous serions cotés en bourse ou rachetés par un géant de la tech plus riche que des sous. Je les gardais comme des billets de loterie, rêvant du jour où elles me permettraient d'acheter un acompte pour une maison plus grande, ou peut-être des vacances sans camping ni hot-dog à la station-service. Les liquider, c'était comme vendre des morceaux de moi-même. Chaque action que j'encaissais représentait un peu de la vie que j'avais imaginée ensemble. La belle maison, les voitures fiables, la possibilité de ne pas vérifier mon solde bancaire avant d'aller dîner. Mais l'amour fait faire des bêtises. Et apparemment, l'une de ces bêtises était de transformer ses rêves de retraite en remboursement de dettes pour les autres. Pendant ce temps, nous avancions. Le projet de rénovation parce qu'apparemment je suis le genre de masochiste qui pense, vous savez ce qui rendrait ce désastre financier encore meilleur? Coût de construction. Le projet de duplex avançait comme un train de marchandises aux freins cassés. Inarrêtable et probablement voué à l'échec, mais trop tard pour y remédier. Je dois admettre que la rénovation était plutôt satisfaisante. Il y a quelque chose de thérapeutique à démolir des murs et à construire quelque chose de nouveau, surtout quand on a l'impression que son mariage tient à force de rubans adhésifs et d'optimisme. Nous avons vidé l'ancien appartement de Sylvia et Arnold pour le transformer en ce duplex moderne qui aurait fait pleurer de joie HGTV. Entrée séparée, espace commun partagé, suffisamment d'espace pour que chacun puisse conserver un semblant d'intimité et de santé mentale pour des raisons juridiques et pratiques. Et comme j'étais apparemment le seul dans ce cirque familial à avoir un bon crédit, nous avons mis toute la propriété à mon nom. Alicia et ses parents ne semblaient pas se soucier des détails administratifs. Ils étaient simplement soulagés d'avoir quelqu'un prêt à prendre en charge leur catastrophe financière et à en faire une sorte de solution. Avec le recul, j'aurais dû me rendre compte avec quelle facilité ils ont tous aidé. Pas de questions sur la propriété, pas de inquiétude quant à ce qui se passerait si les choses tournaient mal. Aucune insistance pour que leur nom soit inscrit sur quoi que ce soit d'important. Ils étaient simplement heureux de me laisser être l'adulte responsable pendant qu'ils cherchaient à reconstruire leur vie à mes frais. Mais à l'époque, j'interprétais leur manque d'implication comme de la confiance. Ils me faisaient confiance pour gérer les détails, prendre les bonnes décisions, m'occuper de tout le monde.
C'était agréable d'être indispensable, d'être celui qui a un plan, de résoudre les problèmes au lieu d'en créer. J'étais le héros de cette histoire, intervenant pour sauver la situation grâce à mon emploi stable et à ma volonté de me sacrifier pour ma famille. Le travail était intense. Je travaillais 12 heures par jour à mon travail habituel, puis je rentrais chez moi pour coordonner les entrepreneurs, gérer les permis et prendre environ 7000 décisions sur des sujets auxquels je n'avais jamais pensé auparavant. Voulons-nous des luminaires en nickel brossé ou en bronze huilé? De quelle couleur devaient être les armoires de cuisine? Combien de prises électriques étaient-elles trop nombreuses? Apparemment, ce sont ces questions qui pouvaient faire la réussite ou l'échec d'un projet de rénovation. Les week-ends devenaient un cycle incessant de courses chez Home Depot, de réunions avec les entrepreneurs et de vérifications sur les travaux que je payais au prix fort. J'en ai appris plus sur les murs porteurs et les codes de plomberie que n'importe quelle personne raisonnable ne devrait en savoir. J'ai aussi appris que les entrepreneurs ont une relation très flexible avec le concept de respect des délais et que dire que quelque chose prendra 2 semaines signifie apparemment que 2 semaines peuvent aller jusqu'à la mort thermique de l'univers. Mais nous avancions. Le duplex prenait forme, donnant l'impression que les gens auraient envie d'y vivre plutôt que de le condamner. Et surtout, je progressais régulièrement sur cette montagne de dettes qui était devenue mon Everest personnel. Chaque mois, je me penchais sur toutes les factures et leurs échéanciers, calculant combien je pouvais me permettre de dépenser pour ce gouffre financier. Minimum de carte de crédit, remboursement de prêts, facture médicale. C'était comme jouer à la version la plus déprimante de Tetris, essayant d'assembler toutes les pièces sans que tout ne s'écroule. J'ai trouvé du travail en freelance à côté, car apparemment, avoir un seul emploi n'était pas assez stimulant. Nuit et week-end passés je déboguais le code des autres, créais des sites web pour des petites entreprises et, plus généralement, me transformais en une machine à coder alimentée au café et à l'obstination. Chaque dollar supplémentaire allait directement s'ajouter à la pile de dettes, comme nourrir un monstre jamais vraiment rassasié, mais toujours avide de plus. Le calcul était brutal, mais gérable. Si je maintenais ce rythme, que je travaillais en freelance autant que possible et que je vivais comme un moine ayant fait vœu de pauvreté financière, je pourrais probablement régler tout ce bazar en 3 ans environ. 3 ans à travailler comme un forcené, 3 ans sans vacances, ni dîner raffiné, ni rien de ce qui rend la vie agréable, mais 3 ans avec une date de fin. En 1 an, 12 mois de ce marathon financier, j'ai réussi à rembourser 130 000 $. 130 000 $. Ce n'est ni une faute de frappe ni une exagération. Je payais en gros plus de services de la dette que la plupart des gens gagnent en 1 an. Et pourtant, j'y parvenais. Mais voilà ce qui aurait dû être un signal d'alarme majeur. Le genre un panneau d'avertissement visible depuis l'espace. Alicia ne contribuait pas d'un seul dollar à cet effort. Chaque fois que j'évoquais l'idée qu'elle m'aide à payer, même les petits paiements, j'obtenais la même réponse. Gray, tu sais, j'arrive à peine à rembourser mes prêts étudiants avec ce que je gagne. Le district scolaire ne paie pas vraiment les conseillers d'orientation comme nous sommes des banquiers d'affaires. Je dépense déjà chaque dollar pour couvrir mes propres dépenses. C'était une explication raisonnable en apparence. Les conseillers d'orientation ne gagnent pas beaucoup d'argent. Les prêts étudiants sont un véritable fardeau, et je gagnais bien plus qu'elle. Mais quelque chose ne me convenait pas. Nous étions censés former une équipe, n'est-ce pas? Des partenaires qui relevaient ce défi ensemble. Mais j'étais le seul à faire des sacrifices, le seul à faire des heures supplémentaires, le seul dont le compte en banque saignait à blanc. Elle comprenait mes longues journées et mon stress. Toujours prête à me masser le dos ou à me préparer mon plat préféré quand je rentrais épuisé après une nouvelle journée à payer pour les erreurs de sa famille. Mais la compassion ne paie pas les factures et les émotions. Le soutien ne réduit pas le capital. Pourtant, j'ai persévéré, car c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? On fait des sacrifices. On se mobilise quand on a besoin de soi. On prouve qu'on est le genre de personne qui n'abandonne pas le navire quand les choses se corsent. Et je crois sincèrement qu'une fois cette période difficile passée, on en sortirait plus fort. Que nous nous souviendrions de cette période comme de celle où nous avons prouvé que nous pouvions tout gérer ensemble. Que tous ces sacrifices en valaient la peine pour la vie que nous construirions de l'autre côté. Mon Dieu, j'étais vraiment d'une stupidité particulière. Diès chapitre 5. Rire dans la pièce d'un accent grave côté. Vous connaissez ce moment dans tous les films d'horreur où le protagoniste entend un bruit à l'étage et décide d'enquêter au lieu de courir comme toute personne censée le ferait? Ouais. Enfin, apparemment, je suis ce type.
Celui qui marche vers les bruits effrayants au lieu de s'en éloigner. Armé de sa seule curiosité et d'un talent spectaculaire pour être au mauvais endroit au bon moment. C'était un mardi de fin mars, un de ces jours à Seattle où le temps est mauvais. J'ai du mal à choisir entre la bruine et la pluie. J'étais au travail, occupé à gérer ce que notre directeur informatique a qualifié de façon dramatique de panne de serveur catastrophique, mais en réalité, c'était juste Jenkins qui faisait une autre de ses légendaires crises de nerfs parce que quelqu'un avait mis à jour une dépendance sans vérifier la compatibilité. Un mardi classique. L'appel d'urgence était arrivé vers 14 heures. Serveur en panne, client paniqué, tout le monde se comportait comme si l'apocalypse numérique était imminente. J'ai passé 3 heures à faire une véritable réanimation technologique, à remettre nos systèmes en marche, tandis qu'une salle remplie de cadres me soufflait dessus et me posait des questions utiles du genre « c'est réglé ?» toutes les 5 minutes. Le temps que tout soit stabilisé et que tout fonctionne à nouveau correctement, j'étais complètement crevé. Le genre de fatigue qui vous fait vous demander si vivre dans un van au bord de la rivière pourrait être une alternative professionnelle viable. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, m'effondrer sur mon canapé et faire comme si les ordinateurs n'existaient pas pendant au moins quelques heures. Alors, je suis rentré tôt, me disant que je gagnerais un peu de repos après avoir économisé. L'entreprise, issue de la catastrophe numérique. La rénovation du duplex était enfin terminée. Nous vivions dans nos espaces séparés, communiquant depuis environ 2 mois, et je m'habituais encore à la dynamique étrange de la vie de couple avec ma belle famille. Ce n'était pas vraiment terrible, mais ce n'était certainement pas l'expérience romantique de jeune marié que j'avais imaginée. Je suis arrivé dans l'allée vers 16h30, plus tôt que d'habitude, mais sans surprise. L'endroit semblait normal. La voiture d'Alicia était là, ainsi que la vieille Honda de Sylvia et Arnold que je les avais aidés à acheter après que leur vieille voiture ait finalement rendu l'âme. Rien ne semblait anormal. Aucun signe évident d'anomalie. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée, les clés tintant de ce tintement particulier qui annonçait habituellement mon arrivée à quiconque se trouvait dans un rayon de 3 pâtés de maison. Mais en m'approchant, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. Rien d'inhabituel. Alicia et ses parents parlaient tout le temps, principalement de choses familiales courantes, comme les projets du week-end et à qui revenait l'épicerie. Mais quelque chose dans le ton m'a fait m'arrêter, ma clé à mi-chemin. J'ai râlé jusqu'à la serrure. Il y a eu des rires, mais pas ceux de la famille à laquelle je m'étais habitué. Ça avait un côté mordant. Le genre de rire qui survient quand on partage une blague que tout le monde ne comprend pas. Et puis j'ai entendu une autre voix. Un homme qui n'avait pas l'habitude de ce ton profond et assuré qui évoque un cadre intermédiaire ou un type qui porte une eau de Cologne hors de prix au travail. Je n'avais jamais entendu cette voix chez moi, et elle a immédiatement attiré mon attention, comme le font les voix inattendues chez soi. N'importe qui de sensé serait entré et aurait salué comme un être humain normal. Mais quelque chose clochait dans la situation, et mon instinct me disait de ralentir et de faire attention. Alors, au lieu de m'annoncer comme d'habitude, j'ai déverrouillé discrètement la porte et suis entré, en évitant le plus prudemment possible le plancher grinçant de l'entrée qui me dénonçait toujours. Les voix venaient de la cuisine, et je les entendais clairement maintenant que j'étais à l'intérieur. Alicia parlait, l'air plus animé et joyeux que je ne l'aurais fait. Je ne l'avais jamais entendue depuis des mois. Sylvia intervenait avec ses petites remarques quand elle s'amusait. Arnold faisait son truc, il riait un peu trop fort à tout va, comme s'il simulait son enthousiasme plutôt que de le ressentir. Et puis il y avait cette autre voix, l'inconnu qui semblait suffisamment à l'aise chez moi pour être assis à ma table de cuisine un mardi après-midi. Je me suis rapproché, restant dans le couloir d'où je pouvais tout entendre sans être vu. Appelez ça de la curiosité. Appelez ça de la suspicion. Appelez ça le même instinct qui maintient les gens en vie dans les films d'horreur lorsqu'ils écoutent leur instinct au lieu de courir aveuglément vers le danger. Vous croyez qu'il sait ? Demanda la voix inconnue. Et quelque chose dans sa façon de dire, il me glaça le sang. Il y avait de l'amusement dans son ton, comme s'il posait des questions sur un animal particulièrement inconscient plutôt que sur une personne. Le silence qui suivit me sembla durer une éternité, mais ne dura probablement que quelques secondes. Puis la voix d'Alicia, claire comme un glaçon, pas encore. Mais une fois qu'il eut fini de payer, je lui dis que j'emménage avec. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner, mais il a oscillé un peu. J'avais l'impression qu'on venait de me dire que la gravité était optionnelle, et que je marchais au plafond depuis le début sans m'en rendre compte. La voix de Sylvia s'est fait entendre avec cette gaieté particulière qui signifiait qu'elle prenait un immense plaisir. Enfin,
cette maison ressemblerait moins à une bibliothèque. Une bibliothèque. C'est ce qu'elle pensait de la maison que j'avais achetée, rénovée et partagée avec eux. Trop calme, trop ennuyeuse, trop comme le genre d'endroit où l'on lit des livres et a des conversations profondes au lieu de se contenter de ce qu'on préfère. Mais c'est la réponse d'Arnold qui a vraiment enfoncé le clou. Pauvre Grayson. Il pensait vraiment qu'on l'aimait. Le rire qui a suivi était de ceux qui permettent de comprendre pourquoi certaines personnes ont des problèmes de confiance. Pas vraiment malveillant, plutôt comme le rire qu'on entendrait devant une comédie où le personnage principal tombe dans le panneau. Affectueux, presque affectueux, mais finalement dédaigneux. Pauvre Grayson. Comme si j'étais une sorte de cas de charité. Ils avaient plaisanté par pure bonté d'âme. Je restais là, dans mon couloir, à écouter ma femme et ses parents rire de ma crédulité, de la facilité avec laquelle ils m'avaient convaincu de payer leurs dettes, de rénover leur maison et, plus généralement, de jouer les dupes dans le jeu qu'ils avaient joué. Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur enregistrer. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à enregistrer cette conversation. Peut-être un instinct de survie. Peut-être la partie de mon cerveau qui fonctionnait encore comme un analyste système et comprenait l'importance de sauvegarder les données critiques. J'ai capté 3 ou 4 minutes de conversation, ce qui m'a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu ou d'une blague sortie de son contexte. Ils ont parlé de calendrier, de la date à laquelle j'aurais effectué les derniers paiements, du moment où Alicia annoncerait la nouvelle, de la façon dont ils avaient géré la transition. Ils ont parlé de ce Greg comme s'il était son petit ami, et non un inconnu dont je n'avais jamais entendu parler. Tout était si décontracté, si naturel, comme s'ils discutaient de leur projet de week-end ou de ce qu'ils allaient manger au dîner. Personne ne semblait coupable, ni en conflit, ni même particulièrement inquiet du fait qu'ils comptaient me gâcher la vie dès que cela leur conviendrait. Quand j'en ai eu assez pour comprendre que mon mariage était apparemment une transaction commerciale avec une date d'expiration, je suis sorti discrètement de la maison. Même précaution, même attention à éviter les planchers qui grincent, sauf que cette fois, je partais au lieu d'arriver. Je suis resté assis dans ma voiture une dizaine de minutes, les yeux rivés sur mon téléphone et l'enregistrement que je venais d'enregistrer. Une partie de moi se demandait si j'avais mal compris, s'il y avait une explication innocente à ce que je venais d'entendre. Peut-être que Greg était un conseiller financier qu'ils avaient consulté au sujet de leur dette restante. Peut-être qu'Alicia parlait de les installer dans une autre partie du duplex. Peut-être pensait-il vraiment que notre amour pour lui concernait quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas très doué pour me mentir à moi-même et les preuves étaient assez claires. Ma femme prévoyait de me quitter pour un autre homme dès que j'aurais fini de rembourser les dettes de sa famille. Ses parents étaient au courant et l'approuvaient. J'ai trouvé la situation hilarante. J'étais la cible d'une longue arnaque, apparemment pas particulièrement difficile. J'ai roulé encore 1 heure avant de rentrer, essayant de digérer ce que j'avais appris et de comprendre ce que j'étais censé faire de cette information. Quand je suis enfin rentré, faisant comme si de rien n'était, ils m'ont tous accueilli avec leur sourire chaleureux et leur conversation décontractée habituelle. « Comment s'est passé le travail, ma puce ?» a demandé Alicia en m'embrassant sur la joue comme si elle n'avait pas planifié mon exécution amoureuse dans la cuisine. « D'accord, ai-je dit. Parce que dire d'autre quand on vient de découvrir que toute sa vie est un mensonge ? Juste les problèmes de serveur habituels. Et la vie a continué comme d'habitude. Sauf que maintenant, je savais que tout ça n'était qu'une mise en scène. Chaque sourire, chaque conversation, chaque instant de bonheur conjugal apparent n'était qu'une mise en scène élaborée pour me faire payer les factures jusqu'à ce qu'ils soient prêts à tout couper. Le plus bizarre, c'est que je n'ai rien dit. Ni ce soir-là, ni le lendemain, ni pendant les semaines qui ont suivi. J'ai juste continué à faire comme si tout allait bien en attendant de pouvoir me larguer. Parce que parfois, quand on découvre qu'on est la risée, la meilleure vengeance est de laisser croire à tout le monde qu'on n'a pas encore saisi la chute. 3 semaines. C'est le temps que j'ai passé à faire semblant d'être le même crétin inconscient qu'il pensait que j'étais. À l'intérieur, je planifiais ma prochaine action comme une sorte de maître d'échecs de banlieue. 3 semaines à rentrer à la maison avec de faux sourires et des conversations bidons. Regarder Alicia m'embrasser chaque matin tout en sachant qu'elle comptait les jours avant de pouvoir me larguer pour son patron. C'était vraiment impressionnant de voir à quel point ils étaient tous doués pour faire semblant d'être normaux. Alicia fredonnait encore en se préparant pour le travail. Elle continuait à me poser des questions sur ma journée, elle était toujours blottie contre moi sur le canapé pour nos soirées Netflix. Sylvia continuait ses commentaires passifs-agressifs sur mes compétences ménagères que j'avais appris à ignorer.
Arnold essayait sans cesse de créer des liens avec moi en faisant du sport que je ne suivais pas et en me montrant des vidéos YouTube qui ont perdu leur drôlerie sous l'administration Clinton. Si je n'avais pas entendu cette conversation de mes propres oreilles, j'aurais peut-être cru que nous formions une famille heureuse, surmontant ensemble nos difficultés financières. Ils étaient si convaincants. Ou peut-être avais-je simplement été si naïve. Probablement les deux. Mais voilà le problème avec le fait de découvrir qu'on vit dans un mensonge élaboré. Cela vous donne une certaine clarté sur la suite des événements. Tous ces mois passés à me tuer au travail. Tout ce stress lié au paiement, à la gestion des plannings et au bonheur de tout le monde me semblait soudain bien inutile. Parce que pourquoi se tuer à essayer de sauver un mariage qui n'a jamais existé? Pourtant, j'avais un plan. Et la première étape de ce plan était de terminer ce que j'avais commencé. Voyez-vous, j'aurais pu les affronter immédiatement. J'aurais pu faire irruption dans la cuisine ce jour-là et réécouter l'enregistrement. Les regarder s'empresser d'expliquer pourquoi ils riaient de ma crédulité comme si j'étais une sorte d'émission de télé-réalité. J'aurais pu faire mes valises et déménager. Les laisser se débrouiller seuls face à leur désastre financier. Mais ça aurait été émotionnel, réactif, désordonné. Et s'il y a une chose que mes années m'ont apprise, c'est que les meilleures solutions sont généralement celles qu'on planifie soigneusement, pas celles qu'on met en œuvre dans la panique. J'ai donc décidé de finir de rembourser leurs dettes. En totalité. Jusqu'au dernier centime de ce cauchemar de 190 000 $ qui nous hantait depuis plus d'1 an. Pourquoi? Parce que je voulais voir leur tête quand ils réaliseraient qu'ils avaient mal calculé. Ils pensaient m'avoir cerné. Le mari dévoué qui ferait tout pour sa femme. L'homme responsable qui finissait toujours ce qu'il avait commencé. Le crétin qui continuait à payer les factures, même s'il était maltraité. Il n'avait tort sur rien de tout cela. Exactement. Mais ils avaient oublié un détail crucial. J'étais aussi le genre de personne à ne pas aimer les détails inachevés. Et mes 60 000 $ de dettes restantes étaient clairement inachevées. J'ai liquidé le reste de mes stocks options, contracté un prêt personnel qui a fait croire à ma compagnie de cartes de crédit que je traversais une crise de la quarantaine ou que j'envisageais d'acheter un bateau, et j'ai rassemblé chaque dollar que j'ai pu trouver. Le remboursement d'impôts, la prime que j'avais touchée pour avoir géré la crise du serveur. Même les 200 $ gagnés au championnat de fantasy football du bureau ont été utilisés pour le paiement final. Le calcul était brutal, mais étrangement satisfaisant. Comme une opération chirurgicale sur mon propre avenir financier, sauf qu'au lieu de sauver le patient, je le flattais délibérément. À la fin, mon compte épargne ressemblait à une ville fantôme. Mon portefeuille d'investissement était quasiment inexistant, et mon ratio d'endettement aurait fait pleurer un avocat spécialisé en faillite. Mais bon, au moins, je serais endetté. Enfin, techniquement, la famille d'Alicia. Je serais libéré de mes dettes, ce qui semblait être la même chose d'après le contrat de mariage que j'avais signé dans un élan d'optimisme romantique. Un jeudi matin de la mi-avril, j'ai effectué le dernier virement électronique. 60 000 $ ont été envoyés dans le vide numérique pour satisfaire les derniers créanciers. J'ai imprimé le reçu de confirmation et l'ai contemplé quelques minutes. Ce petit bout de papier représentait la fin de l'erreur la plus coûteuse que j'ai jamais commise. Ce soir-là, je suis rentré avec une bouteille de vin et ce que j'espérais ressembler à l'expression d'un homme qui venait d'accomplir quelque chose de digne d'être célébré. Alicia était dans la cuisine en train de préparer des pâtes avec cette sauce qu'elle savait que j'appréciais, ce qui aurait été adorable si cela n'avait pas fait partie d'une tromperie élaborée destinée à me forcer à obéir pendant quelques semaines encore. « Salut bébé », a-t-elle dit en se tournant vers moi pour m'adresser ce sourire qui illuminait autrefois ma journée et qui me donnait maintenant envie de prendre une douche. « Comment s'est passé le travail, au fait ?» ai-je demandé en posant le vin sur le comptoir avec ce que j'espérais être une cérémonie appropriée. Aujourd'hui, c'était une très bonne journée. J'ai des nouvelles. Elle s'est redressée, semblant sincèrement intéressée, pensant probablement que j'avais obtenu une promotion ou une augmentation qui faciliterait encore plus sa transition. Oh, bonne nouvelle. J'ai sorti le reçu et l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine, entre nous, lissant les plis comme si je présentais un diplôme. La dette de tes parents est payée. Entièrement. Tu es libre. Son expression était tout ce que j'avais espéré, et même plus. Perplexité, surprise, puis cet étrange mélange de soulagement et de panique qui m'a fait comprendre qu'elle calculait déjà l'impact de ce changement sur son emploi du temps. Attendez, quoi? Entièrement? Elle a pris le reçu, scrutant les chiffres comme si elle essayait de décoder une langue ancienne.
Mais je pensais qu'il nous restait encore quelques mois de paiement. Non, ai-je dit en faisant sauter le bouchon avec probablement plus de force que nécessaire. J'ai décidé de terminer, d'utiliser mes économies, de régler tout ça d'un coup. Plus de mensualité, plus de stress, plus de dettes qui nous pèsent. J'ai servi 2 verres de vin, lui en tendit un et levé le mien pour porter un toast. À la liberté financière, dis-je. Et l'ironie de ces mots dans ma bouche était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à beurre. Elle fit teinter son verre contre le mien, mais je voyais ses pensées s'emballer derrière ses yeux. Cela ne faisait clairement pas partie de son plan. Elle s'attendait à quelques mois supplémentaires de tromperie confortable. Le temps de construire sa nouvelle vie avec Greg pendant que je continuais à jouer le rôle du mari dévoué et du distributeur automatique personnel. C'est incroyable, Greg, dit-elle. Et sa voix avait ce ton prudent qu'elle avait lorsqu'elle essayait de comprendre comment gérer une situation inattendue. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu es incroyable. Je voulais juste prendre soin de ma famille, dis-je, et je la vis tressaillir légèrement au mot « famille ». À ce propos, où sont tes parents? Ils devraient probablement être au courant. Ils sont à leur club de lecture, dit-elle rapidement. Mais ils seront tellement soulagés. Maman s'est fait un sang d'encre pour ses derniers paiements. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de vin, appréciant la façon dont elle essayait visiblement de gérer la situation. Nous avons bavardé quelques minutes encore. Elle m'a demandé comment j'avais réussi à réunir l'argent, tandis que je lui ai donné des réponses vagues sur la liquidation des investissements et la possibilité de profiter du bon timing du marché. Puis elle s'est excusée pour aller appeler ses parents et leur annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai entendu parler d'une voix étouffée et pressante depuis le salon. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton était clairement plus celui de la gestion de crise que celui de la célébration. Lorsqu'elle est revenue dans la cuisine, elle avait ce regard que les gens ont lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle qu'ils ont répétée dans leur tête. Gris, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi à la table comme si elle s'apprêtait à mener un entretien d'embauche. Il faut que je te dise quelque chose. Et voilà. Le moment que j'attendais, la conversation qui était censée me bouleverser et me faire me demander ce que j'avais fait de mal et comment je pouvais arranger les choses. J'écoute, dis-je en buvant une autre gorgée de vin et en essayant de passer pour un homme qui ignorait complètement que son monde allait basculer. Elle se lança dans ce qui était clairement un discours préparé, expliquant qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait l'impression que nous nous étions éloignés, qu'elle avait besoin d'espace pour déterminer ce qu'elle voulait vraiment. Une rupture classique prononcée avec le genre de sincérité feinte qui fonctionnait probablement bien avec les lycéens, mais qui n'était pas particulièrement convaincante quand on connaissait déjà la vérité. Puis vint le coup de maître. Je vois quelqu'un d'autre, Greg Whittaker. C'est le directeur régional de mon district scolaire. Il est plus âgé, plus établi, et il peut m'offrir la vie que je souhaite. Elle le dit comme si elle annonçait une promotion ou des vacances. Pratique, et légèrement fière, comme si elle avait pris une décision professionnelle judicieuse plutôt que de détruire un mariage. Et mes parents vont emménager avec nous, poursuivit-elle. Parce qu'apparemment, cette trahison avait besoin de quelques couches supplémentaires pour être complète. Greg a une maison incroyable à Bellevue et il y a largement assez de place pour tout le monde. Je suis resté assis là un moment, laissant ces mots flotter dans l'air comme la fumée d'un incendie. Elle observait mon visage avec attention, s'attendant probablement à un choc, des larmes, peut-être à des supplications ou à un marchandage. Le genre de dépression émotionnelle qui lui donnerait un sentiment de puissance et d'importance. Au lieu de cela, je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers le comptoir et me suis servi calmement un autre verre de vin. Eh bien, ai-je dit en me retournant vers elle avec ce que j'espérais être un sourire ravageur approprié. Alors, vous devez tous partir. Son expression était absolument inestimable, comme si on venait de lui dire que la gravité était facultative et qu'elle était libre de tester sa théorie en sautant d'une falaise. Vous savez ce moment dans les films d'action où le méchant pense avoir gagné, se met à jubiler devant son plan machiavélique, puis le héros révèle qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Ouais. Eh bien, bienvenue dans mon passage préféré de toute cette histoire. Le visage d'Alicia passa par environ 17 expressions différentes en l'espace de 3 secondes. La confusion, l'incrédulité, puis ce drôle de rire nerveux qu'on a quand on croit que quelqu'un plaisante mais qu'on n'est pas sûr. Comme quand son patron annonce qu'on est viré, mais qu'il sourit. Alors peut-être que c'est le 1er avril. Ou peut-être que ta vie vient d'imploser. Quoi, dit-elle.
Et je pouvais presque entendre les rouages grincer dans sa tête tandis qu'elle essayait de comprendre ce que je venais de lui dire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oh, mais c'était vraiment comme ça que ça marche. Voyez-vous, pendant qu'elle était occupée à planifier sa stratégie de sortie et à choisir les rideaux pour la maison de Greg à Bellevue, j'avais fait quelques recherches de mon côté. Il s'avère que lorsqu'on rénove une propriété et qu'on la met entièrement à son nom, on peut décider qui y vit. Concept révolutionnaire, je sais. Je suis désolé, dis-je, sans paraître désolé du tout. Mais pensais-tu pouvoir simplement annoncer que tu me quittais pour ton patron et continuer à vivre chez moi? Comme si je dirigeais une sorte de pension pour femmes infidèles et leurs familles complices. Les rires nerveux devinrent un peu plus hystériques. Gray, allez. Sois raisonnable. On peut trouver une solution. On ne jette pas les gens de chez eux comme ça. Leur maison. C'était riche. La maison que j'avais achetée avec mon argent, rénovée avec mes économies et mise à mon nom parce qu'il n'avait pas le score de crédit pour avoir droit à une carte de bibliothèque, et encore moins à un prêt immobilier. C'est alors que Sylvia et Arnold décidèrent de faire leur entrée remarquée, probablement après avoir entendu des éclats de voix et s'être dit qu'ils devraient aller enquêter. Ils entrèrent dans la cuisine avec cette assurance désinvolte qui suggérait qu'ils pensaient encore maîtriser la situation. « C'est quoi tout ce remue-ménage » demanda Sylvia, regardant Alicia et moi comme si elle essayait de déterminer laquelle de nous avait cassé un objet de valeur. Arnold prit sa meilleure voix de père, celle qu'il utilisait quand il voulait paraître autoritaire, mais qui ressemblait surtout à un professeur remplaçant essayant de contrôler une classe pleine d'élèves qui se savaient impuissants. « Grayson, soyons courtois. Pas besoin de t'énerver pour quoi que ce soit. » Courtois, non. Parce qu'il n'y a rien d'uniforme à passer plus d'un an à planifier de larguer quelqu'un dès qu'il aura fini de payer ses dettes. C'est juste une question de bonne manière, apparemment. Oh, je ne suis pas fâché, dis-je. Et honnêtement, je ne l'étais pas. J'étais mieux que fâché. J'étais préparé. Je t'explique juste les nouvelles conditions de vie. Puisqu'Alicia a décidé d'emménager avec son petit ami et de vous emmener avec elle, vous allez tous devoir trouver un autre endroit où vivre. Le visage de Sylvia pâlit, puis rougit, puis prit une étrange teinte violette qui me fit me demander si je devais appeler les secours ou attendre de voir si elle allait exploser toute seule. Petit ami? Quel petit ami? Alicia lança à sa mère un regard à faire fondre l'acier, regrettant visiblement que ses parents n'aient pas été informés du déroulement de cette conversation. Erreur d'amateur, vraiment. Si vous comptez mener une longue arnaque, vous devez vous assurer que tous vos conspirateurs lisent le même scénario. Maman, je t'ai parlé de Greg, dit Alicia en serrant les dents, essayant de limiter les dégâts, tandis que sa révélation soigneusement préparée se transformait en un cirque à 3 pistes. Tu as dit que c'était un ami, protesta Arnold, sa voix prenant ce ton aigu qu'il prenait quand il était stressé. Tu as dit que tu recevais juste des conseils de carrière. Eh bien, ça devenait intéressant. Apparemment, même les parents d'Alicia n'étaient pas pleinement informés de la chronologie de sa liaison. Ils savaient qu'elle prévoyait de me quitter. C'était clair d'après la conversation que j'avais surprise, mais les détails étaient restés vagues. Probablement mieux pour la plausibilité du déni de chacun. Écoute, dit Alicia en essayant de reprendre le contrôle du récit. L'important, c'est que nous soyons une famille. On vit ici depuis plus d'1 an, Gray. Tu ne peux pas nous jeter à la rue comme ça. C'est alors que j'ai déposé les papiers sur la table de la cuisine avec un élan théâtral qui aurait fait la fierté d'un avocat. Des documents juridiques, tous propres et officiels, avec mon nom bien visible en tant que seul propriétaire du bien. En fait, ai-je dit en tapotant l'acte du doigt. Je peux absolument. La maison est à mon nom. Les rénovations ont été payées avec mon argent. L'hypothèque est à mon nom. Vous êtes tous locataires, et je vous donne congé. Ils ont regardé les papiers comme si je venais de leur montrer la preuve de l'existence des extraterrestres et qu'ils avaient été interrogés. Ce qui, à bien y réfléchir, aurait peut-être été moins choquant que de découvrir que le type qu'ils avaient pris pour un imbécile comprenait réellement le droit de propriété. Sylvia a été la première à trouver sa voie. Et quand elle l'a fait, ce fut un cri d'indignation qui m'a rappelé pourquoi je n'avais jamais particulièrement apprécié sa compagnie. Mais vous avez remboursé notre dette. C'était censé être le cas. Enfin, on pensait que vous pensiez à quoi? Ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir comment ils avaient imaginé que cela se terminerait. Que payer votre dette était une sorte de contrat de location.
Que je m'étais acheté une vie entière à soutenir des gens qui me prennent pour une blague. Arnold a essayé une approche différente, en optant pour une approche, soyons raisonnables, homme, qui a probablement bien fonctionné dans la décennie où il pensait vivre encore. Allons, Grayson, il n'y a pas lieu d'être hostile. On peut régler ça comme ça. Adulte. On pourrait peut-être organiser une période de transition. Aider tout le monde à s'adapter à la nouvelle situation. Une période de transition. Comme si j'étais un service RH aidant les employés à s'adapter à une restructuration d'entreprise, plutôt qu'un mari qui venait d'apprendre la fin de son mariage et que ses beaux-parents trouvaient hilarant. La période de transition s'est terminée quand Alicia a annoncé qu'elle emménageait avec Greg. J'ai dit, tu veux être une grande famille heureuse? Super. Va en être une ailleurs. C'est là qu'Alicia a essayé de jouer son atout, celui qui, pensait-elle, me ferait reculer et implorer ton pardon. Tu es cruel, Greg. On s'est servi de toi, d'accord? Et alors? C'est la vie. On se sert les uns des autres tout le temps. Au moins, on a été honnête à la fin. Elle l'a dit avec un air de défi, comme si admettre sa manipulation était une sorte de courage pour dire la vérité plutôt que de simplement confirmer à quel point elle était une part de, comme si je devais lui être reconnaissante de son honnêteté pour m'avoir menti pendant plus d'1 an. On a gagné, a-t-elle poursuivi, s'échauffant sur son thème. Greg peut m'offrir des choses que tu n'aurais jamais pu. La stabilité, la sécurité, un véritable avenir. Tu es juste un réparateur d'ordinateur qui vit dans la même maison ennuyeuse, dans le même quartier ennuyant, avec le même travail ennuyeux. On progresse dans la vie. Et voilà, le masque est enfin tombé. Plus besoin de faire semblant de se soucier de mes sentiments ou d'essayer de me décevoir facilement. Juste un mépris pur et dur pour l'homme qui avait passé l'année précédente à se tuer au travail pour résoudre ses problèmes familiaux. Je laissai ces mots en suspens un instant, les regardant tous les trois attendre ma réaction. Ils s'attendaient probablement à des larmes, à de la colère, ou à une tentative désespérée de la reconquérir en promettant d'être plus excitant, de réussir, ou quoi que ce soit d'autre qui, selon eux, me manquait. Au lieu de cela, je souris. Le genre de sourire qui rend les gens nerveux, incapables de savoir si on est sur le point de rire ou de commettre un crime. Pas vraiment, dis-je en sortant mon téléphone. Que le vrai spectacle commence. Il n'y a rien de tel que de renverser la situation sur des gens qui se croient plus intelligents que soi. C'est comme voir quelqu'un se rendre compte qu'il jouait au poker pendant que vous jouiez aux échecs, et qu'il vient de miser toutes ses économies sur une paire de 2. Je levai mon téléphone, le doigt sur l'écran avec un timing théâtral qui aurait fait pleurer de joie Shakespeare. Tous les trois me fixaient comme si je venais de sortir une grenade de ma poche, ce qui, honnêtement, n'était pas si loin de la vérité. Tu sais, ai-je dit d'un ton conversationnel. C'est drôle comme les gens se croient malins alors qu'en réalité, ils parlent fort. Prenons l'exemple d'il y a 3 semaines, un mardi après-midi vers 16h30. Je suis rentré tôt du travail. Le visage d'Alicia est passé de la suffisance à la confusion, puis à la terreur absolue en 2 secondes chrono. Je pouvais presque voir son agenda mental, essayant de comprendre ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt, un mardi, et qui pouvait avoir une importance aujourd'hui. J'ai entendu une conversation des plus intéressantes provenant de ma cuisine. J'ai continué et j'ai vu le sang se retirer de son visage si vite que j'ai brièvement craint qu'elle ne s'évanouisse et ne rate la fin de ma présentation. Quelque chose comme si je savais ce qui se passait et comment tu comptais me le dire après avoir tout payé. Le silence qui a suivi était de ceux qu'on entend dans les bibliothèques, les morgues et les moments précédant l'implosion du monde. Même Arnold, qui ne pouvait généralement pas se taire si sa vie en dépendait, a été frappé sans voix. Oh, et Sylvia, dis-je, me tournant vers mon ancienne mère-mère avec mon sourire le plus brillant. J'ai particulièrement aimé votre commentaire sur la façon dont cette maison ressemblerait moins à une bibliothèque une fois que je suis parti. Vraiment capturer ce sentiment de famille chaleureux que je manquais. Sylvia a fait un son comme un poisson mourant. Tous les halètements et l'ouverture de la bouche sans aucun mot réel ne sort. Elle avait l'air que quelqu'un venait de lui dire que son billet de loterie était faux et qu'elle devait également à l'IRS son premier-né. Mais c'est le commentaire d'Arnold qui a vraiment ramené le point à la maison. Et Arnold. Buddy, pauvre Grayson. Il pensait vraiment que nous l'aimions. C'était une pure poésie. A vraiment montré que l'affection paternelle que j'avais grandi si aimait. Le visage d'Arnold a traversé plus de couleurs qu'un anneau d'humeur dans un magasin de peinture. Rouge, blanc, violet,
puis ce ver maladif qui a suggéré que son système digestif envisageait une révolte à grande échelle contre la situation. J'ai frappé le jeu sur l'enregistrement. Leurs propres voix ont rempli la cuisine, claire et absolument accablante. La conversation que j'avais capturée ce jour-là, avec Alicia parlant de emménager avec Greg, Sylvia en train de râler que ma maison soit trop silencieuse, et la charmante évaluation d'Arnold de ma crédulité. Alors que leur rire enregistré résonnait dans la pièce, je regardais leur visage avec le genre de satisfaction qui n'était probablement pas sain, mais qui me sentait absolument fantastique. C'était comme regarder les gens réaliser qu'ils avaient été pris au vol de vol pendant que les caméras de sécurité roulaient. C'est illégal, balbutiant Alicia, saisissant des pailles comme une noyade qui atteint un conservateur de vie en papier de soie. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens sans leur permission. En fait, dis-je, remettant mon téléphone dans ma poche avec un tampon satisfait. Washington est un État de consentement bipartite pour les appels téléphoniques, mais il n'y a aucune attente de confidentialité dans les zones communes de votre propre maison. Surtout lorsque les gens discutent des plans pour vous frauder. C'est drôle comment ça marche. La recherche juridique avait été presque aussi satisfaisante que l'enregistrement lui-même. Il s'avère que lorsque vous passez plus d'un an à être vissé par